Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. La menace d'une motion de censure du gouvernement Barnier. Alors, j'ai l'impression qu'on en est à l'épisode 212 d'un feuilleton qui a commencé donc au moment de la nomination de ce gouvernement Barnier. Aujourd'hui, en l'état, vous ne censurez pas le gouvernement, vous attendez les réponses de Michel Barnier. Oui, nous attendons les réponses de Monsieur Barnier tout en l'alertant sur le fait que son gouvernement prend une très mauvaise direction. Bon voilà, nous avons évoqué tous les sujets qui sont des sujets d'importance, mais le Premier ministre m'est apparu en même temps courtois et campé sur ses positions. Pour la première fois, plus de la moitié des Français, 53%, souhaitent une censure du gouvernement Barnier selon la balise IFOP fiduciale pour Sud Radio. C'était 53%, mais dans l'autre sens la semaine dernière. Le RN pourrait bien voter avec la gauche en 4,49,3 sur le budget. Gérald Darmanin appelle d'ailleurs à faire des compromis avec le Rassemblement national. Alors parlons vrai, est-ce que le RN va appuyer sur la gâchette de la censure? Ou est-ce que dédiabolisation oblige, il ne va pas censurer le gouvernement? Et à cette question, le gouvernement Barnier est-il en sursis? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Jean Garrigue, historien et membre et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. On va déjà faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Alors, dans l'interrogation formulée par Sud Radio, en ce qui me concerne, je vois deux sujets sur lesquels je vais parler très rapidement. Le premier, c'est l'attitude de Gérald Darmanin. Elle n'est pas complètement étrangère à ce qu'il a, d'une certaine manière, toujours pensé. Il y a un mélange de sincérité chez lui lorsqu'il souhaite qu'on tienne compte de certaines revendications du Rassemblement national, et bien sûr, il y a du calcul électoral par rapport à ses ambitions électorales et par rapport surtout à ce qu'il veut créer de distance avec les futurs adversaires, peut-être de 2027. Second argument, moi je crois qu'on commence un petit peu à en avoir assez. Je veux dire, hier c'était l'absence de censure, et puis on aboutit maintenant aujourd'hui à plutôt la probabilité d'une censure. Cela devient véritablement de l'ordre du supplice chinois. Il me semble que les citoyens aujourd'hui ont besoin d'une netteté, qu'on sache s'il y a une épée de Damoclès, qui la tient, qui va la subir. On ne peut plus durer comme ça d'une manière un petit peu absurde. Loïc Guérin. Objectivement, enfin de manière un peu rationnelle, vous avez raison, on a un gouvernement qui est fragile, à l'évidence. Il l'est institutionnellement, il l'est dans les idées, il l'est dans sa composition. On a un chef de l'exécutif qui est, si je dis hors sol, je pense pas être excessif, qui ne contrôle plus rien, qui lui-même a déclenché la tempête dans laquelle finalement il est en train de se faire un peu emporter. Avec la dissolution. Avec la dissolution. C'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le pays. Alors mieux vaut pas de voix qu'une mauvaise voix, mais enfin, pas de voix du tout n'est jamais très bon pour une nation quand elle doit se faire représenter, au moins sur le plan international, en Europe comme ailleurs. Nicolas Corato, dont on va entendre la voix. Oui, non mais moi je pose une question, mais j'ai pas la réponse. Est-ce que les choses ne se précisent pas et ne s'accélèrent pas tout simplement parce que depuis le réquisitoire au procès du Rassemblement national, le Rassemblement national se pose désormais la question de l'opportunité d'accélérer la crise institutionnelle pour précéder l'éventuelle crise judiciaire et politique qui viendrait d'une condamnation à l'inéligibilité de Madame Le Pen avec exécution provisoire. Et que on a compris quand même le changement de pied du Rassemblement national depuis ce réquisitoire. Subrepticement, la question de la censure est devenue quasiment prioritaire alors qu'elle était quand même assez retenue jusque-là. Donc, quelles sont les réelles intentions du Rassemblement national et jusqu'où ira-t-il ? Jean Garrigue, est-ce que vous pensez que le revolver est seulement dans la main du Rassemblement national ou qu'il peut y avoir un sauveur qui pourrait être, je sais pas moi, le PS ? Écoutez, j'en doute si l'on en croit les dernières déclarations de François Hollande. Olivier Faure et surtout cette espèce de soumission électoraliste, puisque c'est du pur électoralisme des socialistes à la stratégie de
de chaos, en fait, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Donc, il m'apparaîtrait quand même étonnant de voir les socialistes sauver le gouvernement Barnier, ce que je déplore, parce que dans la conjoncture actuelle, et sans aller jusqu'au scénario à la grecque, il me semble que remettre de la crise dans la crise, renverser le gouvernement Barnier à l'heure actuelle, ce serait pas quelque chose de très positif pour l'image de la France à l'étranger, pour l'image de la France face à ses créanciers notamment. Et je crois que ce serait vraiment pas une très bonne nouvelle. Je souscris d'ailleurs totalement à ce qui vient d'être dit, notamment par rapport au calendrier et par rapport à cette synchronicité surprenante entre le durcissement des positions du Rassemblement national et le fameux réquisitoire du procès qui n'était pas prévu, qui n'était pas attendu. Et on a vu d'ailleurs de quelle manière Marine Le Pen a été un peu bouleversée par ce réquisitoire. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il sera appliqué jusqu'au bout, mais je ne suis pas prophète et Philippe Bilger aura une sensibilité plus fine que la mienne là-dessus. Mais simplement, moi je pense que cette radicalité qu'on nous présente comme venant de la base des électeurs du Rassemblement national, elle peut amener à une motion de censure. Je disais tout à l'heure que je n'y croyais pas, mais c'était un peu une forme de provocation. Elle peut amener à une motion de censure, mais la vraie question, c'est de savoir si cette motion de censure sera un bon calcul pour Marine Le Pen. Est-ce que ce sera pour elle se créditer vis-à-vis de son électorat, ou est-ce que ce sera par rapport à l'électorat de la droite modérée, on va dire, l'électorat d'un Gérald Darmanin, dont elle a besoin pour gagner l'élection de 2027, est-ce que ce ne sera pas justement une forme de rupture qui montrera que, au fond, la dédiabolisation, elle a ses limites et que le chaos, c'est le Rassemblement national qui l'aura suscité. Donc voilà, moi je pense qu'on est actuellement dans une forme de balance, d'hésitation aujourd'hui au sein du Rassemblement national. Mais ce sont eux, effectivement, qui ont les clés de la motion de censure. Philippe Bilger, vous qui êtes la pitié de la politique française, d'après Jean Garrigue, il vient de le dire. Mon cher Jean, est-ce que, sur votre dernière observation, est-ce qu'il est concevable qu'on impute le chaos au Rassemblement national alors qu'il y a une forte majorité de citoyens qui comprend bien qu'en réalité, c'est la dissolution qui l'a profondément créé? Mais je voudrais vous questionner sur le point suivant. C'est faux. Est-ce que c'est vrai? Non, mais Jean, c'est partiellement faux. Voilà. Mais ma question, tout à l'heure. Jean, ma question était différente. Je voulais vous demander comment, avec ces troubles parlementaires, on peut articuler cette demande qui apparemment devient un peu majoritaire de démission du président de la République. Comment vous voyez l'articulation entre ces deux démarches? Alors, ce qui est sûr, pour revenir, là aussi, j'ai fait un peu de provocation, c'est évident que la dissolution au soir des élections européennes a été le premier élément de trouble, de chaos dans notre vie politique. Mais je rappelle malgré tout que c'est pas Emmanuel Macron qui a tenu la main des électeurs qui ont choisi de constituer une Assemblée nationale inédite sous la Ve République, totalement contre-intuitive par rapport à ce qu'est la Ve République, c'est-à-dire une assemblée divisée en trois, et dans laquelle aucune des trois parties ne veut travailler avec l'autre. Ça, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron, c'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie. Et c'est quand même malgré tout, c'est ça fondamentalement qui jette aujourd'hui la France dans le chaos. Pourquoi? Dans le chaos politique. Pourquoi? Parce que nos élus, de toutes sortes d'ailleurs, n'ont pas compris que dans une situation comme celle-là, il fallait changer. Il fallait changer de comportement. On n'est plus dans un système majoritaire. Il faut essayer des compromis. Il faut essayer de trouver, comme l'ont fait les hommes de la Troisième ou de la Quatrième République, et parfois avec succès, il faut essayer de trouver des solutions. Alors sur la deuxième interrogation, évidemment, sur l'hypothèse de la démission du président de la République. Au cas où cette motion de censure aboutirait à
la formation d'une nouvelle majorité, éventuellement, certains disent que ça pourrait être soit un gouvernement technicien, ça pourrait être un gouvernement qui serait un peu plus déporté vers la gauche. Je n'y crois guère, puisque les socialistes sont toujours dans la même stratégie d'alliance avec la France insoumise. Bref, un autre gouvernement ne manquerait pas d'être censuré dans un délai assez bref. Et l'on se dit, dans ce cas-là, qu'on entrerait vraiment dans une crise de régime. Là, ce ne serait même plus une crise parlementaire, une crise politique, ce serait une crise de régime, et que la solution la plus, logique et conforme à l'esprit de la Ve République, ce serait d'en appeler à nouveau au peuple, et donc la démission d'Emmanuel Macron et une nouvelle élection présidentielle. Mais je pose quand même la question. Bon, d'abord, je ne suis pas du tout sûr que Emmanuel Macron soit dans cette disposition d'esprit. Ça, c'est la première chose, mais ça le regarde. Mais je ne suis pas du tout sûr non plus que la France ait besoin de ça, je le répète, dans la conjoncture actuelle, et donc que l'opinion publique soit véritablement, même si les sondages disent le contraire, soit prête à cette démission. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Déjà, notre vraie voix du jour, Frédéric d'Arcachon, qu'est-ce que vous en pensez? Le gouvernement est en sursis pour vous, il va tenir? Moi, je pense de toute façon, il est souhaitable dans l'état actuel qu'il tienne, parce que on peut plus s'amuser comme ça. Je pense que la situation, même si elle est un peu noircie avec cette histoire de prêt de la grecque et tout ça, malgré tout, on est quand même dans un foutu merdier, si on peut dire le contraire. Donc il faudrait mieux qu'ils tiennent, parce qu'on soit au moins crédible quelque part. Et bon, qu'il y ait quelques comptes, parce que si on veut parce que je ne sais pas au juste ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que c'est pour la démission de Macron? Est-ce que ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'il s'arc-boutera dans la place jusqu'au bout. Donc on va encore faire un méli-mélo derrière. Vous avez Mélenchon qui est là après à tout détruire, parce que là c'est horrible. Et moi je pense qu'il faut. Je souhaite qu'ils tiennent. Qu'ils tiennent. Vous voyez, c'est l'avis de Jean Garrigue. Il y a quelque part cet aspect de dire bon, s'il tient. Il tiendra peut-être brinque-ballant, mais au moins on rassurera les marchés financiers et c'est bon pour la France, Nicolas Corato. Oui, il y a des injonctions paradoxales. C'est vrai que quand on regarde les sondages, effectivement, il y a une sorte d'appétence ou d'appétit pour une éventuelle motion de censure du gouvernement Barnier. Et en même temps, les Français sont très inquiets sur la conjoncture économique, sur l'arrêt de la croissance, sur le retour du chômage, sur le freinage encore un peu plus de leur pouvoir d'achat. Et donc c'est très ambivalent de regarder notre population, de nous regarder nous, espérant d'une certaine manière une crise institutionnelle pour régler ce qui n'a pas été réglé par cette dissolution, et puis en même temps s'apeurer ou s'inquiéter de ses effets sur notre vie quotidienne. Et effectivement, je suis assez d'accord avec Jean Garrigue, c'est peut-être le pire moment pour déclencher ces crises institutionnelles qui peuvent devenir des crises de régime. Un mot court, Loïc Guérin, on repart au 0826 300 300, ça appelle énormément. Alors très court, juste sur un aspect, la démission du président de la République, si elle venait à arriver, on fait un peu de la politique fiction, le Parlement reste. Oui. L'article 12 ne permet pas de dissolution avant l'été. Par le prochain président. Juste pour intégrer ça dans l'équation. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura un gouvernement X ou Y, mais avec un Parlement inchangé jusqu'à l'été prochain. Voilà. Jusqu'à septembre. Parce qu'il peut dissoudre que le 7 juillet, mais on ne va pas voter le 7 août. Exactement. Allez, direction Béziers. Bonsoir Christian. Eh ben bonsoir, merci de me prendre au téléphone. Avec plaisir, on vous écoute. Oui, moi je me suis permis de téléphoner parce que tout à l'heure, votre interlocuteur a donné un certain nombre d'affirmations quant aux responsabilités. Je pense qu'il faudra juste rappeler que la première responsabilité, elle vient quand même de Macron, puisque c'est quand même lui qui a fait la dissolution et personne d'autre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ce qu'a dit Jean Garrigue. Oui, non, mais la création de la situation dans laquelle on est en train de vivre, elle est quand même signée Emmanuel Macron. Hein. Alors, est-ce qu'il faut lui demander de partir à un moment, ou est-ce qu'il faut lui demander un peu de réfléchir avant de parler? Ce serait déjà une première des choses, parce qu'il nous amène à avoir des positions à l'étranger qui sont assez désagréables. Et on le ressent. Moi, je pars à l'étranger assez régulièrement. Les remarques concernant actuellement les Français, le gouvernement français et le président sont pas très agréables. Alors. Donc ça, c'est quand même un point qui est quand même très important. Maintenant, en ce qui concerne la notion de la motion de censure,
je suis d'accord avec un de vos interlocuteurs qui disait qu'effectivement, le Rassemblement national joue un petit peu actuellement sur une corde raide. Est-ce que ce serait sérieux de dissoudre? Je ne suis pas du tout convaincu. De voter la censure, pardon, vous voulez dire. Dissoudre, c'est pas possible. Pardon, excusez-moi, oui, je ne suis pas du tout convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, laissons M. Barnier travailler un petit peu. Il a fait l'effort de prendre une place qui est quand même très difficile. Il a énormément de mérite parce qu'il essaye quand même d'arranger un peu tout le monde. Je crois que c'est un travail qui est très difficile. Il faut quand même considérer que c'est un monsieur qui est très respectable. Merci Christian. On apprend à l'instant que Michel Barnier veut sensiblement baisser les soins pris en charge pour les sans-papiers dans l'aide médicale d'État. Est-ce que c'est pas quelque part un geste qui serait fait en vue d'une non-censure du RN? En plus de l'électricité, là, ça donnerait quand même du grain à moudre. Jean Garrigue. C'est tombé à l'instant. Évident. Surtout qui donne raison à un ministre contre l'autre. Oui, non mais ça paraît évident qu'il s'agit là de deux concessions au Rassemblement national, c'est-à-dire d'un geste politique fort. En réalité, à la suite de l'entretien avec Marine Le Pen, qui n'avait pas, semble-t-il, donné satisfaction, il y a eu énormément d'allers-retours entre le Rassemblement national et l'entourage de Michel Barnier, les équipes de Michel Barnier, et manifestement, il y a des résultats. Et finalement, ça peut être, j'allais dire, du gagnant-gagnant pour les deux. Certes, pour Michel Barnier, il aura eu l'air de, ce qui est la réalité objective, de devoir son maintien au Rassemblement national, mais il sera maintenu pour mener sa politique et pour ramener un peu de stabilité dans un paysage quand même chaotique. Et du côté du Rassemblement national, ils seront ceux qui ont défendu les intérêts des citoyens et gagné ce pari en maintenant l'ordre, la stabilité, puisqu'ils n'auront pas voté la motion de censure. Alors je ne sais pas si c'est ce qui va se passer, mais je le répète, a priori, ce serait pour moi actuellement du gagnant-gagnant. Jean Garrigue, vous avez pris un pari, c'est que Michel Barnier serait le 1er janvier encore à Matignon. Philippe Bilger, votre pari? Moi, je crois que c'est possible. Ah bah ça, vous vous mouillez. Donc vous dites oui. Nicolas Corato, il y sera encore à Matignon, Michel Barnier, le 1er janvier prochain? C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'oserais même dire que c'est souhaitable. D'accord. Et vous? Moi, je pense qu'il va rester aussi. Et l'information qui vient de tomber va, me semble-t-il, clairement dans ce sens-là. Va dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous tous. Merci Jean Garrigue, historien spécialisé dans l'histoire politique, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Merci beaucoup à Christian. Frédéric, vous restez avec nous. Vous êtes prêts pour le qui c'est qui l'a dit? Oh là là, je l'appréhende. Ne vous inquiétez pas, ça va très... Je vais vous aider. Allez, non, je ne le ferai pas, sinon il me lyncherait. Allez, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h.